Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Valran, tu es membre fondateur de l'application Élise et du Crayon. J'ai souhaité t'interviewer à la suite de mon projet d'interviewer les candidats à la présidentielle et donner envie aux jeunes d'aller voter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Charlotte, merci pour l'invitation. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Alors moi je m'appelle Valran Mouléberto, je suis entrepreneur en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que je me définis. Le Crayon c'est ma 4e boîte, Élise c'est ma 5e, et avant j'avais fait de l'événementiel, du community management et de l'industrie musicale. D'accord. Et du coup, tu as quel âge? Ça fait quelles études? Et ta vision globale de l'orientation, ça serait quoi? Alors moi j'ai fait la Sorbonne en licence d'économie et c'était hyper pratique parce que j'avais très peu de cours, donc en fait je pouvais passer énormément de temps sur mes boîtes à côté qui était moi ma priorité à l'époque. Et sur ma vision de l'éducation, je pense qu'on arrive à un moment pivot où l'importance des études et l'importance des diplômes va décliner énormément parce que les boîtes vont se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de bons diplômes et qui ont pourtant développé des compétences bien supérieures à ceux qui ont fait même les meilleurs diplômes. D'accord. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Élise, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens l'ont appelé le Tinder de la présidentielle. Moi, je dirais plutôt que c'est la manière la plus fun de découvrir les programmes pour l'élection de 2022. Le plus gros sujet dans les programmes, c'est qu'en fait, on reçoit ce qu'on appelle la propagande des candidats, une espèce de petit fiche avec les programmes. On trouve que c'est mal foutu, malvenu, et qu'en plus de ça, les gens ne les lisent pas. Je sais pas si toi tu les lis, Charlotte, mais moi, à titre perso, je les lisais pas. Et donc on s'est dit comment faire en sorte qu'on puisse les lire, et surtout comment on fait en sorte que les gens les lisent tous. C'est-à-dire ceux aussi des gens avec lesquels ils seraient pas d'accord à première vue. Et donc le meilleur moyen, c'était de mélanger toutes ces propositions dans une seule application, et en fait de les faire choisir aux gens juste sur les propositions, et d'en établir derrière un classement de pourcentage de propositions pour et contre, ce qui permet d'être une porte ouverte au programme des candidats. D'accord, très intéressant. Autre petite question sur ce sujet, comment trouves-tu les programmes des candidats? Alors les programmes des candidats, on a trouvé 3 sources différentes. Les programmes officiels, qu'on peut trouver aussi sur les sites des candidats, les déclarations dans les médias, que ce soit du candidat ou des équipes, et les propositions faites pendant des débats télévisés. Celles-là parfois sont à modérer parce qu'elles ne sont pas toujours très sérieuses, mais on estime que si la parole a été donnée sur une proposition devant des millions de Français, c'est qu'elle peut être prise au sérieux parce que c'est ce qui peut faire pencher la balance de l'élection pour un candidat ou pour un autre. Super intéressant. Pourquoi l'application a été appelée comme ça? L'histoire, c'était que Grégoire, qui est un des co-créateurs de l'application Élise avec François et Gaspard, c'était que ils avaient une amie, Grégoire et des amis à lui, ils avaient une amie qui s'appelle Élise et qui savait pas comment s'orienter, comment se renseigner sur les programmes. Elle n'en avait aucune idée, elle n'était pas très intéressée par la politique. Et comme ça faisait un petit jeu de mots avec Élysée, on s'est dit en fait on dédie cette application à Élise en fait. D'accord, sympa comme histoire. Ouais, c'est un peu notre lettre à Élise. Qu'est-ce que le Crayon maintenant? Le Crayon, c'est un média, mais si je dirais même c'est un multi-channel network, qui est un mot un peu plus savant pour dire en fait un média avec plusieurs canaux d'ailleurs. Et en fait, le projet du Crayon, c'est de se dire d'aborder énormément de thématiques. Donc aujourd'hui, c'est politique, société, business et pop culture. Et de les aborder de 2 manières. La première, c'est de manière neutre, c'est-à-dire sans émettre de jugement moral sur justement tout ce qui va découler de l'information, de l'analyse ou des prises de parole qu'on va apporter. La deuxième chose, c'est de mettre à niveau, c'est-à-dire d'arrêter de laisser parler les gens qu'on estime experts et ceux qui ne le sont pas, mais laisser parler les gens qui ont développé une partie de leur vie aux sujets sur lesquels on les fait intervenir, et pareil pour nous, sur les sujets sur lesquels nous, à titre personnel, on intervient. L'idée, c'est de se dire que dans les médias, le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve trop de médias de niche, donc en fait, c'est complètement éclaté, et que le meilleur moyen de reconstruire ça sur les médias digitaux, c'est de créer des médias plus globaux sur des thématiques. C'est-à-dire qu'une thématique business, par exemple, c'est très large. Ça va de la blockchain jusqu'à l'économie sociale et solidaire, des dirigeants du CAC 40 jusqu'aux entrepreneurs ou aux freelances. Et en fait, notre but, c'est de se dire que tous ces gens-là racontent quelque chose du monde de business dans lequel on vit, et que si on veut toucher une cible large, c'est pour permettre aux gens en fait de comprendre l'ensemble de l'écosystème. Et c'est toujours ce qu'on fait sur chaque verticale qu'on développe, c'est de développer en fait la compréhension de l'écosystème global dans lequel ça s'inscrit. Et d'où est venue cette idée-là? En fait, l'idée, c'était, je l'ai montée avec Sixtine, ma sœur, Antonin et Jules. Et c'est Sixtine qui est venu me voir en me disant, aujourd'hui, j'arrive à un problème, c'est que je n'arrive pas à me renseigner de manière jeune sur la politique, sur le fond, parce que pour l'actualité, il y avait Hugo. Sur le fond, il n'y avait aucun média qui le faisait de manière neutre, parce que Brut, Combini, Loopsider ou même Valeurs Actuelles ne sont pas neutres. Et donc, du coup, elle s'est dit, le meilleur moyen qu'on pourrait faire pour faire ça, c'est de faire parler les gens qui sont totalement différents. Et moi, je suis arrivé en disant, mais oui, mais il faudrait même les faire débattre, en fait. Il faudrait faire rencontrer
la société, faire discuter ceux qui aujourd'hui ne discutent plus, alors même qu'ils ne passent leur temps à s'accuser et à se traiter de tous les noms, et du coup de réussir par ça à créer du lien, parce que les gens enfin seraient en désaccord sur l'idéologie, sur le fond, sur on va dire même les valeurs, mais ils seraient plus en désaccord sur les chiffres ou sur la stratégie, qui je trouve des désaccords qui sont très désagréables à regarder, parce que c'est pas parce que on est à tel ou tel nombre d'immigrés en France par exemple, que Éric Zemmour va devenir pro-immigration ou que Jean-Luc Mélenchon va devenir anti-immigration. C'est fondamentalement de la philosophie et de l'idéologie politique qu'il y a derrière. Et nous, on voulait remettre cette idéologie politique au centre des discussions, des débats et des médias. Et en fait, on fait pareil avec la branche pop culture ou avec la branche business, c'est-à-dire de réussir en fait à mettre en avant des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, donc qui ne sont pas là pour gagner de l'argent en premier lieu, tout comme mettre des gens qui ont des business en ligne dont le seul objectif est d'être ultra rentable, pour donner en fait la possibilité à des gens, y compris comme toi Charlotte, tu vois, de te dire en fait je peux comprendre l'ensemble d'un écosystème et choisir moi ce qui me plaît dans cet écosystème. On se voit toujours en fait comme la porte d'entrée la plus large vers plein de sujets plus spécifiques. D'accord, très très intéressant. Et du coup, j'imagine que cette lancée sur YouTube, c'est pour participer à ce mouvement. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, nous on vient énormément de la culture youtubeur. C'est-à-dire ça nous arrive évidemment de regarder la télé ou de regarder des débats télévisés, mais globalement, nous on vient énormément de la culture YouTube. Et en fait, de cette culture YouTube, on a fait 2 constats. Le premier constat, c'est que je crois qu'on ne mesure pas l'importance qu'ont pris les youtubeurs, mais d'ailleurs pas seulement, les instagrammeurs, les tiktokers. Je crois qu'on ne mesure pas l'importance qu'ils ont pris dans la société. Qu'aujourd'hui, auprès de notre génération, ce sont les référents. Ce sont les paroles d'autorité, ce sont aujourd'hui les créateurs de contenu. Donc on voulait créer un média qui puisse faire figure d'autorité par rapport à ça, et en fait d'autorité pour en fait avoir une logique de rassemblement derrière. La deuxième logique, c'est que les réseaux sociaux permettent aux gens de ne pas avoir à faire d'efforts pour accéder à des choses intéressantes. Moi, un de mes énormes sujets, et Élise s'inscrit totalement dans cette logique, c'est de se dire comment on donne envie, comment on rend sexy, sans effort, le fait de faire des choses intelligentes, pertinentes et qui nous apportent de la valeur intellectuelle, de connaissances, voire même pour le crayon Pulp, de divertissement. Et tout le sujet qu'il y a derrière, et c'est un méga sujet, c'est que si jamais on veut faire les choses parfaitement, de manière super institutionnelle, de manière en fait très premier de la classe, on va se retrouver à n'avoir une audience que de premier de la classe, et ça sera une minorité. Donc si on veut réussir à accrocher tout le monde à ce wagon, d'en sortir un peu plus intelligent, un peu plus renseigné, un peu plus compétent, on est obligé de s'appuyer sur les usages qui sont faits et de s'habituer à ces usages. Donc ressembler à Tinder pour Élise, se mettre sur TikTok pour le crayon business, créer des débats qu'on appelle le ring pour rendre tout ça assez amusant. Parce qu'en fait, c'est en rendant ça amusant qu'on réussit en fait à pousser la porte de ceux qui ne voudraient pas y aller parce qu'ils trouveraient ça trop chiant. Super. Quels sont tes projets à venir ? Alors là déjà on a un projet sur le crayon, c'est qu'on va lancer un média, du coup un crayon blockchain, parce que c'est en train de devenir un énorme sujet. On est en train de vivre une révolution par rapport à ça, je le crois fondamentalement. Je sais pas quelle forme elle prendra. Je crois que les NFT ont été la dernière étape de rendre ce sujet grand public, et que nous on veut pouvoir le traiter justement comme toujours avec le crayon, pas seulement sous l'axe des NFT, mais sous l'axe des NFT, des cryptos, de la blockchain, des DAO, qui est une des choses les moins connues de la blockchain, et en fait de réussir à développer une audience pour le vulgariser et permettre aux gens de s'approprier ce sujet-là pour qu'ils puissent en fait ne pas être en retard sur cette révolution. Ça, c'est un des projets. Au niveau du crayon en tant que boîte, on est en train de développer l'agence de RP et l'agence d'influence au sein du crayon. L'agence de RP, on a déjà fait plusieurs deals, dont des très successful. On a ramené des chaînes de télé comme M6, TF1 ou des médias comme Brut ou Combini à une soirée de TikTokers dont on s'occupait de la relation presse. On s'occupe de Théo Lyon, de Koudak. On a réussi à faire une tribune dans les Échos pour justement réussir en fait à parler de cette voie-là entrepreneuriale au sein des grandes écoles. On l'a fait avec un de nos clients qui s'appelle Guillaume Tartare, qui a monté une marketplace dans l'art, où on l'a fait faire un TEDx, on l'a fait participer à BFM Business et tout. Et on est en train de développer l'agence d'influence, là pour le coup sur 3 verticales: les créateurs business Web3, les créateurs de la connaissance, donc rhétorique, marketing ou autre, et les créateurs engagés, donc féministes, patriotes ou autres. Super, très surprenant et très intéressant.
Alors, question un peu plus personnelle. Est-ce que personnellement, t'écoutes des podcasts ? Ouais, j'écoute beaucoup Marketing Square de Caroline Mignot, qui est selon moi le meilleur podcast de la place en France. C'est celui que moi j'écoute le plus. J'écoute un peu celui de Marketing Mania parce qu'il fait des très bonnes interviews et des gens notamment qu'on entend très peu ailleurs. Et sur une note un peu plus globale, Génération Do It Yourself. Je suis pas fan de tout, mais je trouve que ça reste encore aujourd'hui une très grosse référence. Le podcast qu'il a fait avec Hugo est une masterclass de compréhension dans les médias digitaux. C'est clairement un concurrent pour nous, Hugo, mais c'est énormément de choses que j'ai apprises moi sur ce podcast-là, donc je le recommande à ceux qui s'intéressent aux médias digitaux. Et qu'est-ce que tu en penses des podcasts ? Je crois pas que ça puisse remplacer la vidéo, comme beaucoup l'avaient prédit. Je suis même convaincu que ça ne peut pas. Et je pense qu'on le voit dans les chiffres de podcasts, c'est-à-dire que Génération Do It Yourself, ils doivent faire des centaines de milliers d'écoutes par mois. Peut-être ils arrivent jusqu'au million. Le Crayon, nous, on est à 10-12 millions de vues par mois, sur tous les réseaux confondus. Donc en fait, on est 10 fois le plus gros podcast, alors même qu'on est un des médias digitaux importants, mais pas un des plus gros médias digitaux. Donc il y a quand même un vrai gap entre la vidéo et le podcast. En revanche, je pense que c'est un des meilleurs endroits pour apprendre. Et je pense que c'est un des médias, en fait, un des médiums où on va se retrouver, on va basculer, en fait, d'une phase de j'écoute de la musique parce que ça me divertit, ça me met bien, ça me permet de réguler mes émotions, il y a beaucoup ce rôle-là dans la musique, de basculer de ça à je développe des compétences et j'apprends des trucs tout en faisant complètement autre chose, comme les transports qu'on aurait, comme le fait de faire la cuisine, comme le fait de faire du sport. Bon, sport, moi j'écoute quand même toujours de la musique, mais c'est plutôt moi en cuisinant ou en étant dans les transports que j'écoute des podcasts. Et j'écoute même parfois des vidéos YouTube sous forme de podcast, sans regarder l'image. Notamment les masterclass de Oussama Hamar sur Coup d'État. Il y en a beaucoup qui sont sur YouTube. Moi, j'ai le YouTube Premium avec le Crayon. Du coup, je me verrouille, je me mets dans la poche et j'écoute et c'est super intéressant. Mais je suis pas certain que ça aura autant d'essor que tout le monde le dit. Je pense en revanche que c'est une excellente cible pour les annonceurs quand on veut des audiences très spécialisées et très engagées. Super d'accord avec toi. Ah, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de co-créer tes entreprises ? Quand as-tu commencé ? J'ai commencé quand j'avais 17 ans, donc j'étais un peu plus jeune que toi, Charlotte. J'avais monté une boîte d'événementiel avec un pote et un ancien associé d'un pote qui s'appelait WRTP et qui était en gros une agence d'événementiel pour les entreprises, les BDE d'écoles de commerce, de pub, de com. Et après, avec l'argent qu'on générait, on investissait sur nos propres soirées. Et là, c'était un peu qui tout double. Soit on repartait en ayant en fait un peu gaspillé notre argent, soit on repartait avec des sommes qui font pas lire pas mal de monde, surtout à l'âge auquel j'avais à l'époque. Et en fait, tu me demandes tout ce qui me donne envie de créer mes entreprises. En fait, je pense qu'il y a un tronc commun entre tout ce que je fais qui est une forme de fondamentale rébellion en fait. C'est-à-dire que je suis un fatigué du système et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là et que j'ai voulu du coup prendre le pouvoir en fait de ma propre vie par rapport en fait à ce système qui m'allait pas du tout et qui je pense va pas du tout à beaucoup de monde. La majorité des gens c'est ultra nécessaire ce système-là et je le critique pas là-dessus. En revanche, des profils comme le mien, mais il y en a énormément, moi j'en croise tous les jours, c'est d'ailleurs les profils comme ça que je recrute au Crayon. Si vous voulez nous envoyer vos CV, n'hésitez pas à le faire. On recrute. Et en fait, tout ce sujet-là, c'est vraiment cet acte fondamental de rébellion qui est de se dire on vaut mieux que ça, on peut mieux faire, on doit mieux faire. Et ce truc-là, c'est en fait un acte hyper prétentieux, vraiment, j'insiste, qui est de se dire on peut mieux faire et comme on peut mieux faire, on doit mieux faire. Et cette logique-là, elle s'inscrit dans une mouvance très générationnelle qui est de se dire on est déçu de beaucoup de systèmes qu'on avait émerveillés quand on était enfant et que maintenant qu'on est conscient des rouages qu'il y a derrière et du côté décevant que ça a, je profitais moi, parce que je suis encore assez jeune, j'ai 24 ans, je profitais de ma jeunesse et de mon côté un peu candide pour continuer d'y croire, continuer d'être déçu et continuer de vouloir trouver des solutions liées à ces déceptions. En tout cas, tu as un parcours très très riche et très complet. Alors, une petite dernière question que je viens de rajouter. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui écoutent le podcast, notamment un conseil assez général ? Ouais, clairement. Donnez-vous du mal, en fait. Croyez-y. Ne croyez pas ceux qui disent que c'est facile et que vous allez faire des milliers d'euros en 2 semaines. C'est faux ou c'est très rare. Ne croyez pas à l'inverse, et ça c'est encore pire, ceux qui vous disent que ça n'arrive jamais, que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas du tout vrai. J'écoute beaucoup Orelsan, moi, sur ces logiques-là. Je pense qu'il a écrit énormément de textes qui ont touché beaucoup notre génération sur ce sujet, justement, en fait, écoute les conseillers d'orientation et fais l'inverse de ce qu'ils diront. Si tu veux faire quelque chose de significatif, faut que tu te mettes dessus et que tu t'accroches longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est très longtemps. C'est pas au bout de 3 mois que tu tires les conclusions de si jamais ton projet a du sens. C'est au bout d'1 an et demi, 2 ans. Et le meilleur moyen d'être sûr de pas être en train de faire n'importe quoi pendant 2 ans et de gaspiller ces 2 années-là, c'est de faire les choses le plus
publiquement possible. Et ça, c'est ce que je recommande. Les gens vont se moquer de vous. Ça, soyez très, très lucide là-dessus. Vos potes vont se moquer de vous, vos camarades de classe vont se moquer de vous, votre famille va se moquer de vous. Pas toujours, mais globalement, ils vont le faire. Vous vous lancez sur TikTok, ils vont se moquer de vous. Vous lancez un podcast comme tu fais, ils vont se moquer de vous. Vous lancez un média comme j'ai fait, ils vont se moquer de vous. Vous lancez peu importe, ils vont le faire. En revanche, comprenez que si jamais vous tenez 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'au bout de 3 ans, vous commencez à en vivre réellement et à pouvoir en fait en faire votre vie, à ce moment-là, plus personne se moque, plus personne rigole. Ils sont juste en train de se demander pourquoi ils vous ont pas cru pendant 3 ans. Et c'est aujourd'hui, le Crayon globalement ça a 2 ans d'existence, on a eu 1 an où les gens n'y croyaient pas. Enfin, ils comprenaient qu'on faisait des trucs dingues, ils voyaient qu'il se passait un truc, mais ils y croyaient pas. Ça fait 1 an que tout le monde est très 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 fier de revendiquer qu'ils y croyaient depuis le début. Certains c'est vrai, d'autres c'est pas le cas, c'est pas grave, mais c'est pour dire que les gens vont changer d'avis si jamais votre truc marche. Donc votre seul job c'est que ça marche, c'est pas que les gens se moquent pas de vous. Super, merci pour ce conseil et encore merci pour tout. Merci à toi Charlotte et puis bon courage à tous. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.